sans plus tarder, là, je vais vous souhaiter la bienvenue, bref, à notre conférence qui est la première cet hiver là, de nos conférences printanières de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une de nos chercheuses qui est Doris Châteauneuf, qui est chercheuse au Centre de recherche universitaire sur les jeunes en difficulté au CIUS de la capitale nationale, qui va nous présenter en fait des résultats de recherche concernant la question des durées maximales de placement. Je vais te laisser avancer à la prochaine diapo, Doris, pour que je puisse présenter les... Ça marche pas. OK. Là, OK. On va y Je arriver. pense que c'est un retardement. Ah, c'est possible, c'est possible. Donc, simplement vous rappeler les petites consignes pour le déroulement de la conférence d'aujourd'hui. En fait, vous avez vu en arrivant que vos sons et caméras sont fermés. Donc, c'est voulu pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la conférence. Il y aura quand même une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez utiliser là, le petit icône du chat ou de la conversation là, pour poser vos questions. Nous, on les prend en note tout au long de la conférence et puis on peut ensuite les poser à la fin. La conférence, elle est enregistrée. Nos conférences sont toutes déposées à la fin, là, une fois que le montage est terminé sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller réécouter ou encore, si jamais il y a des gens qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu être présents avec nous ce matin pour aller l'écouter en différé. Et à moins là, que les personnes conférencières nous demandent de ne pas le faire, mais on partage aussi les présentations PowerPoint sur notre site Internet. Juste un petit mot sur l'équipe de recherche. Donc, on est une équipe qui regroupe en fait 16 chercheurs et chercheuses dans plusieurs universités à travers le Québec et aussi dans les 2 instituts universitaires à Montréal et dans la capitale nationale. On a la particularité d'être une équipe en partenariat, donc on a aussi des co-chercheurs dans les milieux de pratique et on a 11 partenaires, donc des milieux institutionnels, des associations de familles d'accueil, et également des milieux communautaires et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous avez à l'écran les petits codes QR aussi qui permettent de voir un peu nos différentes activités. Donc, autant le site Internet, on a une page Facebook, on a aussi une page Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous trouver un peu partout. Oui, il y a vraiment un délai de... Pas grave, on va couper sur le montage. Donc, alors c'est Doris, comme je vous mentionnais au début, qui fait la présentation aujourd'hui, qui est chercheur d'établissement au CRUGEF et aussi professeur associé à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Ça fait longtemps en fait que Doris fait partie de l'équipe et qu'on fait des travaux de recherche ensemble. Donc, différents travaux qu'elle mène en lien avec le placement, le maintien de liens entre les familles d'accueil et les familles d'origine, aussi dans le contexte des placements dans le programme Banque mixte, différents enjeux aussi en lien avec les familles d'accueil régulières de proximité, le processus décisionnel également. Donc, et finalement, ben, elle est aussi très impliquée dans les travaux d'évaluation des impacts de la loi sur la protection de la jeunesse. Et je pense que par la suite, il y a peut-être une dernière diapo sur les prochaines conférences. Non, c'est à toi. Fait que je te laisse la parole, Doris. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Ça va pour le PowerPoint. En tout cas, au pire, si j'ai de la misère à changer, Ariane, tu viendras à mon secours. Donc, bonjour tout le monde. La présentation aujourd'hui va porter sur les durées maximales de placement. En fait, on va regarder plus au niveau là, de l'application des durées maximales de placement, puis d'un volet de l'étude en particulier qui portait sur le point de vue des avocats et des intervenants sociaux qui sont appelés à travailler avec les durées maximales de placement. Il y a aussi Carmen et Sonia qui sont sur le projet, qui sont présentes avec nous. Elles ne seront pas impliquées comme telles là, dans la présentation, mais elles pourront intervenir si elles le veulent, puis elles vont être présentes aussi pour la période des questions après. Donc, la présentation s'appuie sur un projet plus vaste
qui a été financé par le CRSH. Donc, c'est un projet qui portait plus globalement sur différentes dimensions des durées maximales de placement. L'objectif du projet était de mieux comprendre le contexte juridique dans lequel prend place l'application des durées maximales de placement. Donc, ce volet-là a été fait avec l'analyse de jurisprudence. On avait aussi un autre objectif qui était d'identifier les motifs associés au dépassement des durées maximales de placement, où là, on a travaillé davantage avec l'analyse des dossiers pairés là, entre les dossiers PIGE et les dossiers judiciaires. Puis finalement, un troisième objectif qui était d'explorer les enjeux associés à l'utilisation des durées maximales de placement, mais du point de vue des acteurs responsables de leur application. Et là, c'était plus au niveau là, plus un volet qualitatif où on a fait des entrevues auprès d'avocats et d'intervenants sociaux. Donc, c'est le volet là, qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est finalement le troisième objectif de l'étude. Les objectifs spécifiques du volet entrevue, je ne suis pas capable de changer les... je suis pas capable de changer les... Je pense qu'Ariane va falloir que tu le fasses. Les objectifs spécifiques du volet entrevue, c'était d'explorer les points de vue des acteurs sociaux, donc ici des avocats et des intervenants sociaux. Donc, on les a questionnés sur les enjeux relatifs à l'application des durées maximales de placement, puis aussi sur leur interprétation et leur définition là, des notions de permanence et de stabilité. Même si, bon, j'imagine que dans l'auditoire, il y a quand même plusieurs personnes qui sont familières avec la notion de durée maximale de placement. Je vais quand même prendre quelques minutes juste pour qu'on fasse le tour ensemble là, de leur définition, puis de voir un peu ce que ça implique aussi. Donc, c'est quoi les durées maximales de placement? Bien, c'est des périodes temporelles qui sont prédéterminées, qui vont indiquer la durée maximale que peut avoir un placement avant que le tribunal ne statue sur un projet de permanence pour l'enfant. Donc, les durées maximales de placement ont été intégrées dans la loi de la protection de la jeunesse en 2007 et elles font suite aux recommandations du rapport du mai. Qu'est-ce que la loi de la protection de la jeunesse nous dit en regard des durées maximales de placement? Donc, c'est principalement l'article 91.1 de la LPJ. Donc, la loi établit les durées selon les âges. Bon, je ne les ai pas mentionnés tantôt, j'ai juste présenté le tableau. Dans le fond, si on regarde là, au niveau des âges, les durées, c'est de 12 mois si l'enfant a moins de 2 ans, 18 mois, donc 1 an et demi si l'enfant est âgé de 2 à 5 ans, et c'est une durée de 24 mois si l'enfant est âgé de 6 ans et plus. Ce que la loi mentionne aussi, c'est qu'à l'expiration des délais prévus, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, appropriée à ses besoins, à son âge, de façon permanente. Donc, les projets de vie qui sont associés à la permanence, donc tout ce qui réfère finalement à l'ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité, ça va être la réunification familiale, l'adoption, la tutelle, le placement à majorité ou encore la préparation à l'autonomie pour les jeunes qui sont plus vers la fin de l'adolescence. Ce que dit également la loi de la protection de la jeunesse, il y a tout ce qui... la loi comporte aussi là, un volet sur des motifs d'exception. Donc, le juge peut déroger aux durées maximales de placement dans certains contextes, dans certaines circonstances. Donc, ce que la loi dit finalement textuellement, c'est que si l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut passer outre au délai prévu au premier alinéa lorsque le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. Va constituer notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance n'aient pas été rendus. Il n'y a pas beaucoup d'études au Québec qui se sont attardées aux durées maximales de placement. On a quand même différents là, résultats parcellaires à travers les cycles d'évaluation de la loi de la protection de la jeunesse. Ce qu'on sait en gros, c'est que les durées maximales posent des défis au niveau de l'accompagnement des parents, donc toute la dimension, la compréhension des enjeux, compréhension aussi de qu'est-ce que ça signifie une durée maximale de placement, qu'est-ce que ça comporte aussi comme impact. Puis au niveau de l'accompagnement des parents, il y a aussi toute la question de la gestion de la pression qui est induite finalement par le temps qui impose aux parents là, vraiment une durée stricte à l'intérieur de laquelle il doit être capable de prouver sa capacité à reprendre son enfant. Un autre défi, c'est qui est mentionné dans la littérature. Donc là, j'ai fait une petite erreur, là, Saint-Jacques et Hall, c'est 2015, là, c'est pas 2025. Bon, c'est un détail. Sinon, dans les défis, il y a l'accès et la coordination des services qui est discuté, entre autres, là, par Goubeau.
par Dominique Beau. L'accès aux services pour les parents à l'intérieur de la durée, puis aussi la coordination des services entre les différents paliers, donc des services gouvernementaux, mais aussi des fois, la coordination doit se faire avec des services qui sont peut-être plus d'ordre communautaire ou dans la population. Ce que le dernier cycle d'évaluation a aussi constaté, c'est que les durées maximales de placement sont régulièrement dépassées. Les durées cumulées en placement pour atteindre la permanence sont augmentées de manière généralisée entre 2007 et 2017. Elles sont dépassées pour 96 des enfants dont le projet de vie était l'adoption, 86 des enfants sous tutelle et 55 des enfants placés à majorité. On a aussi fait quelques constats là, en lien avec le dépassement des durées maximales de placement. Comme je vous disais, dans le cadre du projet, il y avait un volet qui était sur l'analyse de dossiers dans lesquels il y a eu un dépassement des durées maximales de placement. Donc, on avait un peu plus d'une centaine là, de dossiers d'enfants âgés entre 0 et 12 ans dans la région de Québec pour lesquels il y avait eu un dépassement des durées maximales de placement avant l'ordonnance pour la permanence. Ce qu'on a observé, c'est que les causes au délai étaient généralement multiples. Donc, dans la plupart des cas, ce n'était pas juste une raison qui expliquait qu'il y avait eu un dépassement, mais souvent plus d'une raison. Les explications étaient parfois de nature judiciaire, donc on parle de délai judiciaire, des remises d'audience, des ajournements, mais il y avait aussi des raisons ou des motifs qui étaient plus de nature psychosociale, donc des facteurs qui pouvaient être en lien avec la situation de l'enfant, les problématiques qu'il rencontre qui font en sorte que c'est plus difficile là, de stabiliser sa situation. Il y avait des facteurs aussi en lien avec les parents, donc des parents dont la reprise en main est jugée suffisante pour accorder un délai supplémentaire. Il pouvait y avoir des facteurs en lien avec la famille d'accueil, puis il y avait aussi toute la question de la planification du projet de vie, donc des facteurs qui étaient plus associés à l'administration par la protection de la jeunesse. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les motifs d'exception... il me restait juste un petit point sur celle d'avant. Les motifs d'exception prévus dans la loi de la protection de la jeunesse, donc ce que j'ai cité tantôt, étaient rarement utilisés là, de façon explicite par les juges. Donc, c'était très peu présent. Les motifs comme tels étaient peu présents dans les ordonnances rendues par les juges. Les juges, comme si finalement les durées maximales étaient dépassées, un peu par la force des choses, sans que ça fasse nécessairement l'objet d'une contestation. Pour les détails, le chapitre va sortir au printemps. L'objectif, donc, à la base je vais revenir un peu sur les fondements des durées maximales de placement. Donc, les objectifs de l'introduction des durées maximales de placement, ça s'appuie principalement sur la stabilité et la permanence. L'idée, c'était de réduire le nombre de déplacements des enfants, donc réduire les allers-retours chez les parents, mais aussi diminuer les changements de milieu substitut. Restreindre aussi les placements successifs de courte durée ou moyenne durée, donc des enfants, des fois, qui cumulent plusieurs placements l'un après l'autre de courte ou moyenne durée. Puis l'objectif aussi était de donner des balises claires aux parents sur la durée dont ils disposent là, pour se mobiliser puis retrouver la garde de leur enfant. Les durées maximales de placement, on les retrouve aussi là, sous différentes formes là, dans d'autres pays. Ce n'était pas l'objectif ici, mais il reste que les fondements sont sensiblement les mêmes. Les mesures aussi s'appuient sur des connaissances scientifiques relatives à la stabilité. On sait quand même depuis maintenant plusieurs années là, les effets négatifs des déplacements et de l'instabilité là, pour les enfants qui sont en situation de placement. Donc, des études qui ont noté l'augmentation des risques de troubles d'attachement liés à l'instabilité, les difficultés accrues aussi pour certains enfants là, à créer, à maintenir des liens de confiance avec des figures parentales lorsqu'ils sont en situation de déplacement fréquent. L'apparition ou l'aggravation de difficultés telles que des problèmes de comportement, des problèmes de santé mentale, augmentation aussi des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation scolaire, augmentation également des problèmes de consommation. Il a été noté aussi dans certaines études que le déplacement lui-même est créateur d'instabilité puis va augmenter les risques subséquents de rupture de placement. Donc, plus un enfant connaît un nombre de placements élevé, plus il y a de risques d'être déplacé de nouveau, d'où aussi l'intérêt là, de limiter dès le départ les déplacements de l'enfant. Un autre fondement des durées maximales de placement, c'est tout ce qui entoure la planification de la permanence, qui est peut-être plus une notion clinique, puis qui vise à promouvoir la stabilité et la continuité de la situation des enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse. Donc, ça va référer à la nécessité de stabiliser l'enfant dans son milieu, mais aussi de s'assurer que chaque enfant
puisse établir des liens significatifs avec des personnes qui vont être capables de lui offrir du soutien à l'intérieur de relations positives qui sont durables aussi dans le temps. La planification de la permanence, ça réfère aussi à tout ce qui entoure la planification concurrence, c'est-à-dire la préparation d'un projet substitut au cas où le retour en milieu familial n'est pas envisageable. Au Québec, on va référer beaucoup, peut-être un peu plus sous le terme de la planification du projet de vie. Les durées maximales sont un principe incontournable là, du processus de détermination, d'actualisation des projets de vie. Ça s'inscrit dans une démarche clinique aussi qui va s'appliquer à chaque enfant qui est suivi en protection de la jeunesse. D'ailleurs, le cadre de référence en lien avec la planification du projet de vie est actuellement en révision et devrait être accessible au courant de l'année 2025. Puis finalement, au niveau des fondements, il y a tout ce qui entoure la notion de temps chez l'enfant. Donc, les durées maximales de placement s'appuient aussi sur l'idée que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle chez l'adulte. Donc, l'écoulement du temps chez les jeunes enfants vont présenter des enjeux qui doivent être considérés aussi dans l'analyse de sa situation. L'exemple qui revient souvent, c'est le fait qu'une période de 6 mois dans la vie d'un enfant de 3 ans va être beaucoup plus significative et déterminante pour l'enfant en bas âge que pour un adulte, par exemple. On ajoute, si on regarde aussi au-delà de la notion de temps comme tel, il faut aussi considérer en contexte de protection de la jeunesse que c'est quand même des enfants qui présentent une grande vulnérabilité. Il faut aussi considérer qu'il y a déjà des délais qui sont présents en raison des délais judiciaires. Donc, c'est des éléments qui viennent accentuer finalement l'importance de tenir compte de l'impact du temps et des délais chez l'enfant. Donc, tout ce qui entoure finalement la diligence dans les décisions autour de la situation de l'enfant. Je vais vous présenter brièvement la méthodologie du volet présenté aujourd'hui. En fait, c'est des entretiens qui ont été réalisés, des entretiens semi-dirigés, donc des entretiens individuels, qui ont été réalisés auprès de 30 acteurs qui œuvrent en protection de la jeunesse. Donc, on a interrogé 15 avocats qui pratiquent en PJ. On avait, on va le voir tantôt, c'était quand même assez équitable, assez égal au niveau des statuts. Donc, on avait des avocats du contentieux, des avocats qui travaillent au bureau de l'aide juridique et des avocats qui pratiquent en pratique privée dans des cabinets. Et on avait 15 intervenants sociaux qui étaient tous des intervenants de l'application des mesures. Les entretiens ont été menés dans la région de Québec, ont été réalisés, je pense, à 100% à distance là, via Teams ou Zoom. La durée des entretiens variait là, entre 45 minutes et 1h15 environ. J'ai fait un petit portrait là, du profil des participants. En fait, on avait au niveau du genre, on avait, bon, pas surprenant, on avait plus de femmes que d'hommes, 83% contre 17%. Au niveau des avocats, comme je disais, on avait sur 15 avocats, on avait 5 qui travaillaient au contentieux, 4 au bureau de l'aide juridique et on avait 6 là, qui étaient en pratique privée. Sinon, dans les âges, on avait quand même une répartition là, assez égale entre les groupes, avec peut-être un groupe dominant au niveau des 30-39 ans. Puis au niveau des années d'expérience, quand même de façon assez surprenante, là, on avait la moitié de l'échantillon, donc 15 là, qui avaient plus de 10 ans d'expérience en protection de la jeunesse. Les thèmes qui ont été abordés avec les participants, d'abord, on s'est intéressé à leurs tâches, leur rôle, leurs responsabilités en lien avec les durées maximales de placement. Donc, on les interrogeait sur comment ils les utilisaient, quelle place ça prenait les durées maximales de placement dans leur pratique professionnelle. Ensuite, on avait un deuxième thème qui était davantage sur leur vision, leur perception qu'ils avaient sur les durées maximales de placement, mais aussi sur la notion de stabilité. On leur demandait de les définir dans leurs mots, mais aussi de se prononcer sur leur propre interprétation, mais aussi en comparant avec l'interprétation que les autres peuvent en avoir autour d'eux. Et finalement, on abordait avec eux les défis, les enjeux. Donc, on voulait savoir un peu, selon chacun, c'était quoi les défis, les enjeux qu'ils rencontraient là, dans l'application des durées maximales de placement d'un point de vue juridique et clinique, là, dépendamment de leur rôle professionnel. Au niveau des résultats, merci.
On a divisé les résultats en 3, fait que le principal, dans le fond, de ce qui s'en vient, c'est vraiment la présentation des résultats. On les a divisés en 3 grandes sections. Donc, il y a une première partie qui est plus sur ce qui fait consensus. Fait qu'on va voir qu'au niveau de la définition, ça fait généralement consensus. Il y a une compréhension quand même commune de ce que sont les durées maximales de placement. Il y a aussi quand même un consensus autour de tout ce qui entoure le transfert d'informations aux parents. Dans la deuxième partie, on va plus s'attarder aux différences d'interprétation d'utilisation. Donc, voir un peu les différences qui sont soulevées principalement par les rôles professionnels, des différences au niveau de la lecture de la situation, aussi dans l'interprétation des motifs d'exception. Puis quand on parle des durées maximales de placement, il y a quand même plusieurs notions qui sont associées. Puis des fois, il y a consensus autour des durées elles-mêmes, mais il y a des éléments autour qui ne font pas toujours consensus entre les acteurs. Donc, ça va être abordé en deuxième partie. Puis la troisième partie, c'est vraiment spécifiquement sur les défis d'application. Donc, on va discuter plus des limites de la permanence, de tout ce qui concerne aussi la mobilisation des parents, qui ne semble pas être facile dans le contexte, la question des balises, mais aussi de la standardisation, tout ce qui entoure la dispensation des services, puis finalement, les délais judiciaires. Donc, la première section, c'est les éléments qui font consensus. Les participants, avocats, intervenants ont une vision quand même assez commune et partagée des objectifs sous-jacents aux durées maximales. Donc, on s'entend pour dire que les durées maximales de placement s'inscrivent dans une visée de stabilité de continuité. Elles visent à éviter les impacts néfastes liés au déplacement. Vous allez voir, chacune des citations qui est rapportée est suivie d'une parenthèse dans laquelle vous allez pouvoir voir si c'est un intervenant ou un avocat qui rapporte la citation. Donc, si c'est INT, c'est un intervenant. Quand c'est AV, c'est un avocat. Si c'est du privé, c'est suivi par les lettres PRV. Sinon, contentieux, c'est CONT, puis aide juridique AJ. Donc, un intervenant qui dit l'objectif, c'est vraiment d'assurer un projet de vie aux enfants le plus rapidement possible, puis de leur permettre de se poser dans un milieu, puis de ne pas être dans 2 milieux pendant plusieurs années sans savoir s'ils vont rester dans une famille d'accueil ou s'ils vont retourner chez les parents. Puis un avocat du privé qui dit tout le monde est un peu chien de garde par rapport à ça. Même nous, comme avocats de défense, on va le dire aux parents, madame, vos enfants, ils ne seront pas promenés 2 millions de fois. Là, il faut que tout le monde ait cette conscience-là plus pointue. Ça, c'est clair. Au niveau des éléments aussi qui font consensus, il y a tout ce qui entoure l'intégration des durées maximales dans les pratiques. Évidemment, ça commence quand même à faire plusieurs années, fait que c'est assez, on constatait quand même que de part et d'autre, c'était assez bien intégré. L'article de loi était connu de tout le monde, évidemment. Il y avait aussi un consensus autour du calcul des durées maximales de placement. Les gens s'entendaient pour dire que, de façon générale, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de désaccord autour du calcul comme tel. Donc, les 3 citations, ça donne que c'est des avocats, mais il y avait vraiment comme l'idée que tout est clair. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre avec les délais de placement dans le sens où la loi est assez claire. Une fois que le délai est atteint, si tu ne réponds pas aux exceptions, on place la majorité. L'interprétation est assez claire. Là, lui soulève, lui ou elle, c'est une femme, elle soulève la jurisprudence. Donc, la jurisprudence a balisé tout ça, c'est assez clair pour tout le monde. J'ai l'impression que les délais maximaux, c'est comme tellement clair dans la loi qu'il n'y a pas de place à l'interprétation tant que ça. La plupart confirment aussi la présence d'un transfert d'informations aux parents. Et à ce niveau-là, on voyait que la responsabilité était partagée, que c'était autant les intervenants que les avocats qui étaient préoccupés du transfert d'informations aux parents. Donc, une intervenante qui dit « Quand je rencontre un parent, j'en parle d'emblée des durées maximales de placement. Quand l'enfant est placé, ce que je vais faire, c'est expliquer aux parents que moi, je dois prendre une décision, je dois travailler le projet de vie de l'enfant. » Et une avocate du privé qui dit « Ça m'appartient dans mon devoir de conseil très rapidement d'instruire le parent des risques reliés au temps, des risques reliés à sa non-mobilisation. Par exemple, je lui explique selon l'âge de son enfant quels sont les délais de placement, qu'est-ce que ça veut dire un délai de placement. » Donc, les parents sont informés des durées maximales de placement dès le début du placement, et ça faisait quand même consensus là, au niveau des intervenants et des avocats, le fait qu'on leur explique là, dès le début en quoi consistent les durées maximales de placement et c'est quoi les enjeux qui sont rattachés. Oui, effectivement, Geneviève le mentionnait, mais si vous avez des questions, on peut, il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'interrompre, ça ne me dérange pas. Sinon, je passerai à la deuxième partie des résultats.
qui sont en fait plus en lien avec les différences d'interprétation et d'utilisation. Évidemment, bon, ce qui est quand même assez logique aussi, il y a une différence qui a été notée au niveau de l'utilisation en raison des rôles professionnels. Donc, les durées maximales vont être utilisées ou en tout cas vont être plaidées différemment selon le mandat de chacun, mais aussi selon la formation puis selon le rôle que la personne occupe là, dans le dossier en question. Donc, il y a une avocate du contentieux qui dit « Les avocats des parents, ils représentent leurs clients. Ils vont y aller avec le mandat qu'ils ont. » Fait que si la mère, elle dit « Moi, je veux qu'on demande un 6 mois de plus parce que ça va me donner du temps et je ne suis pas prête à accepter qu'il y ait un placement à majorité, ben, l'avocat va plaider ça. Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas bien la loi? Je ne penserais pas. Je pense que c'est parce que c'est son mandat, là. Toujours en lien avec les rôles professionnels, il y avait le fait que la compréhension des durées maximales va être partagée, mais il y a quand même une marge de manœuvre qui fait que chacun choisit un peu quand même l'utilisation qu'il en fait. Il y a toute la question aussi du bagage professionnel ou académique des acteurs qui est observé. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, on avait des intervenants et des avocats. Donc, évidemment, ils n'ont pas le même bagage nécessairement académique, ils ne vont pas utiliser les durées maximales de la même façon. Donc, une intervenante qui dit « J'ai l'impression que dans les faits, on a tous la même description de ce qu'est le délai maximal, mais dans l'application, peut-être que c'est plus différent. Dans la façon de les travailler, là, c'est un peu différent. » Une autre différence au niveau de l'interprétation de l'utilisation, c'est en lien avec la lecture de la situation. Les acteurs vont évaluer parfois différemment la valeur à accorder à certains éléments ou à certains enjeux associés aux durées maximales. Donc, ça peut avoir un impact, là, par exemple, sur le fait de recourir ou non, ou de plaider ou non les motifs d'exception. Donc, un avocat, c'est un homme du privé qui dit « La compréhension est peut-être entre nous autres, elle est pareille. Mais des fois, moi, je persiste et signe. Si je pense que les services n'ont pas été rendus, si je pense que le parent devrait avoir une ultime chance et que c'est dans l'intérêt des enfants, je pense que ça vaut la peine parfois d'aller un petit peu plus loin qu'une barre de délai 12, 18 ou 24 mois. » Et une intervenante qui dit « Le plus grand irritant, c'est l'arrimage entre le clinique et le juridique. Il y a comme toute la notion de tendre le plus possible à retourner l'enfant dans son milieu de vie. Bien tendre le plus possible, ce n'est pas au détriment de l'enfant, mais des fois, le juridique va avoir une petite fenêtre de reprise en main du parent, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un gage de stabilité. » Donc, on voit que des fois, dans la façon de lire la situation, ou encore là, il y a peut-être aussi que ça recoupe la question du rôle professionnel, des différences là, dans la façon de le rapporter ou de recourir ou non là, à la possibilité de pouvoir plaider un motif d'exception. Toujours en lien avec les motifs d'exception, il y a quand même des participants qui mentionnent que les motifs qui sont prévus à la loi peuvent quand même faire l'objet d'interprétations variées. Là, ici, ça donne que c'est 2 intervenants qui parlent, mais c'est quand même sur des éléments qui sont directement en lien avec les motifs d'exception. Puis on voit que ça peut peut-être créer une certaine confusion aussi autour de l'interprétation des motifs. Donc, une intervenante qui dit « service non rendu ». Il faudrait quasiment est-ce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres balises au terme « service non rendu » ? Parce que « service non rendu », c'est large. Tu peux lui donner le sens que tu veux et tu l'interprètes comme tu veux. Puis un peu l'équivalent avec le retour à court terme chez les parents. Donc, une intervenante qui dit « Puis quand on dit retour à court terme, est-ce que ça veut dire qu'un retour progressif est déjà entamé ou on va l'entamer dans les prochains mois, ce retour progressif-là? » Donc, on voit quand même que les motifs peuvent être sujets quand même à différentes interprétations. Il y a des différences aussi en lien avec les notions, les concepts qui sont associés aux durées maximales de placement. L'interprétation des notions peut différer d'un professionnel à l'autre. Nous, on a parlé de tout ce qui entoure les motifs d'exception, mais il y a aussi la question de l'intérêt de l'enfant. Donc, la notion d'intérêt de l'enfant, c'est pour la première fois que c'est soulevé, mais il y a quand même toujours une ambiguïté autour de cette notion-là, qui est pourtant quand même centrale là, dans tout ce qui entoure les durées maximales de placement. Donc, un avocat du contentieux qui dit « Je trouve que la notion de l'intérêt de l'enfant dans le cadre des placements à majorité n'est pas la même pour tout le monde. La notion de l'intérêt de l'enfant n'est pas définie clairement dans la loi. On en parle beaucoup qu'elle doit être priorisée, mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt de l'enfant? » Donc, il y a quand même un sujet de débat assez intéressant là, autour de la notion, même si ce n'est pas nouveau quand même, c'est quelque chose qui revient sporadiquement là, dans les commentaires.
On s'est aperçu aussi en faisant les entrevues que quand on parlait de durée maximale de placement, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de participants qui revenaient sur la question des contacts. Évidemment, ce n'est pas le sujet ici, mais on trouvait ça quand même important là, de le mentionner parce que c'est un sujet qui suscite énormément de réactions, particulièrement quand c'est en contexte d'ordonnance de placement à majorité. Donc, à ce niveau-là, on notait quand même plusieurs désaccords sur les enjeux entre les contacts, comme je dis, là, surtout dans le contexte d'une ordonnance de placement à majorité qui fait suite à l'atteinte des durées maximales de placement. Donc, il y a plusieurs intervenants et avocats même qui vont mentionner que le débat, une fois arrivé au tribunal, au moment de la demande de placement à majorité, le débat va porter moins sur le placement à majorité lui-même que sur les modalités de contact. Donc, une intervenante qui dit ce n'est pas vraiment au niveau du délai que la bataille se fait principalement, mais plutôt sur les contacts, sur les modalités, puis sur le retrait des attributs parentaux. Et une avocate du contentieux qui dit souvent ce n'est pas le placement majorité en tant que tel qui est contesté. Souvent, ça va être les contacts. Et bon, si je continue sur le sujet des contacts encore, le désaccord principal, en fait, qui est noté entre les intervenants et les avocats, et souvent, c'est plus les avocats là, de l'aide juridique et qui sont en pratique privée, ça va être sur la demande de réduction des contacts qui sont associés à la demande de placement à majorité. Donc, souvent, les intervenants vont considérer que la diminution des contacts est nécessaire pour faciliter l'enracinement de l'enfant dans son milieu familial. Puis, à l'inverse, il y a plusieurs avocats qui vont trouver que c'est souvent injustifié ou en tout cas, c'est insuffisamment documenté. Donc, on le voit très bien, là, l'espèce de clash, là, je dirais, entre l'intervenant et l'avocat dans ce cas-ci. Donc, l'intervenante qui dit, même pour les juges, des fois, c'est difficile de voir qu'au niveau clinique, ce n'est pas dans l'intérêt de cet enfant-là de voir son parent biologique une fois par semaine, d'aller une fin de semaine sur 2 chez lui. Il faut vraiment permettre à l'enfant de se poser puis de comprendre, d'enregistrer que le milieu où il va grandir, ça va être sa famille d'accueil. Puis un avocate du privé qui dit souvent quand la DPJ demande un placement à majorité, ils réduisent drastiquement les contacts aussi des parents. Ça, selon moi, ça n'a pas lieu d'être. On comprend que les parents n'ont peut-être pas les capacités d'avoir son enfant avec lui, mais s'il est en mesure d'avoir des contacts, il n'y a pas de raison de réduire drastiquement les contacts du parent avec son enfant. Donc, il y a quand même un grand enjeu là. Ce qui était souvent soulevé aussi, c'est peut-être le manque de connaissances, le manque de balises en lien avec la détermination des modalités de contact, mais on sentait que c'était un enjeu quand même qui était très, très étroitement relié aux durées maximales de placement. Je pense à la troisième, en fait, qui est la dernière section des résultats, qui est tout ce qui concerne les défis liés à l'application des durées maximales de placement. Il y avait un premier point qui est ce qui entoure la stabilité, la permanence, mais pas toujours, dans le sens où, bon, si je reviens un peu au principe de base, l'ordonnance qui est rendue à la fin des durées maximales doit assurer stabilité et permanence. C'est un peu ce que dit la loi. Dans plusieurs cas, la situation de l'enfant va effectivement être stabilisée par l'ordonnance qui va être rendue. Mais est-ce que certains, et puis là, c'est plus des avocats qui vont le mentionner, que ce n'est pas systématique. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une ordonnance de placement à majorité que nécessairement la stabilité est atteinte. Donc, certains vont mentionner que certains placements à majorité ne se maintiennent pas dans le temps. Donc, tout l'aspect dynamique du placement, finalement, qui est à considérer puis qui demande une certaine prudence, là, selon les avocats, certains avocats interrogés. Donc, au niveau de la stabilité, il y a un intervenant qui dit le principal avantage des délais maximum de placement, c'est vraiment pour le projet de vie, pour statuer, pour que l'enfant ne soit plus investi d'une ambivalence, d'un stress. D'où est-ce que je m'en vais? À tous les âges, de ne pas savoir ce que va être ma vie l'année prochaine, ça a de l'impact sur les relations. Et une avocate de l'aide juridique qui mentionne la notion de permanence ne tient pas toujours compte, malheureusement, de la notion de développement affectif. Et le développement d'un enfant, c'est très dynamique dans le temps, puis ça change tout le temps. Alors, on a les délais, on a des ordonnances, puis après ça, on classe ça dans la filière du placement à majorité. Mais la filière, elle continue de bouger. Alors, ce n'est pas parfait. Je pense que dans cette idée-là, il y avait aussi beaucoup le fait de la prudence, donc de dire oui, on a une ordonnance de placement à majorité, mais peut-être garder l'idée que tout ça bouge encore et qu'il faut quand même garder une certaine réserve. Et aussi, dans les enjeux, ce qui était mentionné, tout ce qui entoure la mobilisation des parents. Donc, dans certains cas, les durées maximales peuvent contribuer à mobiliser les parents en donnant finalement un laps de temps là, assez clair et assez prescrit sur
sur la durée qu'ils ont pour se reprendre en main. Mais on voit aussi, selon les répondants, là, que dans certains cas, ça décourage les parents. Donc, l'effet, finalement, semble varier d'un parent à l'autre. Donc, un avocate qui dit les parents trouvent ça difficile. Puis j'ai l'impression aussi souvent que, surtout pour les enfants bas âge, c'est difficile pour eux, dans une période d'1 an, de faire leurs preuves, de faire une amélioration qui est suffisante pour les intervenants de la DPJ. Fait que ça les décourage. Une intervenante, il y a des parents que je sais que pour eux autres, ça amène une pression supplémentaire qui est difficile à vivre. Une autre qui dit c'est dans le plan d'intervention, ça va faire partie des objectifs de clarifier le projet de vie. Fait que c'est sûr que lors des premières rencontres qu'on a avec les parents, on discute des effets de la loi par rapport au délai de placement pour que les parents comprennent l'ampleur que ça a. Donc, il y a cette durée-là qui est établie et le parent doit un peu négocier finalement à l'intérieur d'une durée. Comme je disais tantôt, pour certains, ça peut être bénéfique, pour d'autres, bien, ça peut sembler insurmontable. Et sur la mobilisation des parents, et là, c'est des éléments qui étaient c'est un élément qui était davantage soulevé par les intervenantes, là, ce qui n'est pas surprenant parce que ça les touche directement. Tout ce qui entoure les mobilisations de dernière minute des parents. Donc, ils vont souvent être perçus comme problématiques par les intervenantes parce que mal évalués, je dis selon elles, là, c'est plus, je pense que c'était presque juste des femmes au niveau des intervenantes, qui étaient mal évaluées selon elles par les tribunaux. Donc, il y a une intervenante qui dit ça arrive assez régulièrement que le parent se mobilise à la dernière minute. Le parent voit le tribunal arriver, il panique, donc il va jouer sur ça. Et oui, ça arrive que les juges vont donner des petits accords, ils vont dire OK, on va vous donner un petit délai de plus. Et une autre qui dit je trouve que ce regain-là de mobilisation des parents qu'on voit au tribunal, ben mon Dieu, que ça a l'air miraculeux. Oh, depuis 1 mois, le parent a actualisé toutes ses rencontres psychosociales. Là, il a sa prescription pour les tests de dépistage. Il vient d'aller cogner à telle ressource. Une petite amorce de changement faite à la dernière minute. On dirait que ça vient tout annuler le reste, des fois. Puis ça, nous, en parlant des intervenantes, on le sait qu'une amorce d'1 mois, ça n'élimine pas le reste de l'année où le parent ne s'est pas mobilisé. Mais quand on arrive au tribunal, on dirait que tout le monde oublie ce qui s'est passé avant. Aux yeux du juge, des avocats, c'est donc une belle amorce. Donc, on voit quand même dans le ton une espèce d'irritant des intervenantes sur pas tant sur la mobilisation des parents, mais sur comment peut être interprétée finalement la mobilisation des parents par les juristes. Et peut-être un petit fossé ici disciplinaire. Il y avait aussi toute la question, puis ça, c'est intéressant aussi parce que ça vient en opposition, mais en même temps, il y a une logique quand même. Le fait que les durées maximales vont permettre de baliser les pratiques. Donc, elles vont encadrer les pratiques cliniques et juridiques qui sont relatives au placement puis à la planification de la permanence. Elles vont fixer aussi des durées tangibles, vont réduire l'ambiguïté associée à la prise de décision. Donc, c'est un peu comme si ça, c'est le côté balise, là, si on veut, là, des durées maximales de placement. Donc, on peut se baser clairement sur des critères qui sont écrits dans la loi pour appuyer finalement nos demandes de placement à majorité. Ça, c'était une avocate du contentieux, puis une intervenante qui dit « Je trouve que ça délimite notre travail aussi. C'est vraiment facilitant. Ça peut délimiter aussi pour le parent, mettre un objectif clair. Voici le cadre. Tu as 1 année, puis sur cette année-là, voici ce qu'on va faire. » Donc, il y a cet aspect-là des durées maximales de placement qui a quand même été assez souvent soulevé dans les entretiens sur le fait que ça balisait les pratiques judiciaires, mais aussi cliniques auprès des parents, mais aussi dans toute la gestion, là, puis dans le suivi là, des parents puis de l'enfant. Et d'un autre côté, qui est un peu le ballon, peut-être le côté peut-être un peu plus négatif, c'est le fait que certains, et là encore, c'est plus les avocats qui étaient critiques par rapport à ça, et qui disaient oui, c'est vrai, ça balise les pratiques, mais en même temps, il faut faire attention pour éviter de standardiser le processus, éviter finalement qu'il y ait une application trop systématique des durées maximales de placement sans qu'il y ait une réflexion approfondie sur la situation de l'enfant. Donc, est-ce qu'on est vraiment devant un projet de vie stable? Est-ce qu'on peut envisager que l'enfant reste là à long terme au-delà de la durée comme telle qui arrive à échéance? Qu'est-ce qu'on a comme projet de vie pour cet enfant-là? Qu'est-ce qui se passe pour lui au niveau de ses relations puis au niveau de sa trajectoire de vie? Donc, c'était le pendant peut-être plus négatif du fait que les durées peuvent baliser les pratiques. Donc, un avocat de l'aide juridique qui dit imposer des délais de placement, je trouve que ça standardise un peu trop les situations et ça ne tient pas suffisamment compte de l'individualisation de chaque situation. Moi, je pense qu'il faudrait favoriser l'individualisation des dossiers puis ne pas appliquer un vulgaire calcul de mois.
une avocate du privé qui dit « Je trouve que c'est trop appliqué comme un calculateur, il n'y a pas assez de discrétion, je trouve que les juges n'appliquent pas assez leur pouvoir discrétionnaire par rapport au délai maximum de placement. » Donc, c'est quand même un point de vue différent ici de ce qui était tenu comme propos des intervenants. Et il y a toute la question des services. Là encore, c'est quand même une portion importante là, dans tout ce qui est rattaché aux durées maximales de placement, la question de l'accès aux services. Pour plusieurs intervenants, les durées maximales permettent de planifier leurs interventions, ça on l'a mentionné tantôt. Par contre, les problèmes d'accès aux services mettent en péril les fondements cliniques des durées maximales de placement. Donc, peut-être une réflexion à y avoir sur le fait qu'on a des durées, mais est-ce qu'à l'intérieur de ces durées-là, on est capable d'offrir les services aux parents? Donc, un avocat du privé qui dit en 2007, quand les délais de placement ont été instaurés, c'était dans l'esprit de cette loi-là de dire à la DPJ, c'est beau, vous avez des délais de placement, sauf que ça s'accompagnait de devoirs. La DPJ devait être encore plus proactive pour offrir les services. Puis ce n'est pas un reproche là, c'est un constat. Je trouve, moi, que les services n'ont pas nécessairement été donnés de façon plus intense. Et finalement, un propos similaire là, qui est tenu par une intervenante qui dit, tu sais, 1 an, c'est quand même assez rapide. S'ils ont besoin d'un suivi au CRDQ, au CLSC, mais des fois, ils sont sur la liste d'attente. Au CLSC, on le sait, la liste d'attente peut être même d'une année. Le parent doit montrer qu'il est en mesure de se mobiliser dans cette année-là. Mais s'il n'a pas eu accès au service, ben, ça vient un peu lui nuire aussi. Puis je pense que c'est aussi pour ça que des fois, les délais sont outrepassés. Et un autre élément incontournable des durées maximales de placement, c'est l'impact des délais judiciaires. Donc, un problème qui est associé quand même par plusieurs là, aux durées maximales de placement puis à leur application. Des délais qui sont souvent mentionnés là, en lien avec les audiences sur le fond, mais aussi mentionnés en lien avec les remises, les ajournements. Donc, c'est des délais qui indirectement vont avoir pour effet là, que les durées maximales vont être souvent dépassées. Donc, une intervenante qui dit, on finit notre mesure, mais on attend encore un 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir une audience au tribunal. Fait que les 12 mois de placement qu'on a de statuer sur le fond avec un suivi, ils vont nous amener finalement à un 18 mois. Une autre intervenante qui mentionne, il y a aussi les délais judiciaires qui des fois sont très, très, très longs. Donc, ça amène que finalement, on les outrepasse, ces délais-là, et qu'on ne les respecte pas tout le temps. Moi, c'est ce que je vois dans la pratique. Toujours en lien avec les délais judiciaires, ce qui est mentionné, et puis là, c'est principalement par les intervenantes, c'est que souvent, les ordonnances qui vont être rendues dans le passé, là, il y a un délai qui s'écoule pour pouvoir revenir au tribunal. Donc, ça fait en sorte que l'ordonnance est parfois mal adaptée à la situation de l'enfant. Bon, ce qu'on va faire dans certains cas, c'est aller en provisoire, mais c'est sûr que c'est des démarches qui vont elles-mêmes contribuer à des délais supplémentaires là, dans le système judiciaire. Donc, une intervenante, la citation est longue, mais je trouvais que ça expliquait quand même bien l'impact là, que ça peut avoir, qui dit « Depuis la pandémie, c'est épouvantable les délais dans les tribunaux. La mesure finit, puis on repasse au tribunal 8 mois après la fin de la mesure. Ça fait que clairement, le délai est expiré depuis tout ce temps-là. Puis on ne peut pas prétendre que le juge va nous accorder ce qu'on va demander. Ça fait que même si pour nous, le projet va être clair et que le maintien de l'enfant dans son milieu substitut va être notre recommandation, il faut quand même continuer pendant ces 8 mois-là à offrir le maximum aux parents, comme si on était encore en train de vouloir croire qu'il va réussir à se reprendre. Donc, ça amène un décalage finalement entre ce qu'on demande aux intervenantes en termes de suivi d'intervention, puis la situation à laquelle ils font face finalement, où ils sont rendus dans leur suivi clinique qui est en décalage avec ce qu'ils ont comme ordonnance. Et finalement, un dernier impact là, qui est soulevé, c'est tout ce qui entoure le roulement de personnel. Principalement, c'était moins présent là, au niveau juridique, mais peut-être plus au niveau des intervenantes sociales. Bon, on le sait là, que le roulement de personnel a un impact sur beaucoup d'éléments en protection de la jeunesse, mais il y en a un aussi quand même sur la planification de la permanence, parce que c'est sûr que les changements d'intervenants vont faire en sorte que finalement, l'intervenant qui arrive, qui est nouveau au dossier, doit quand même s'approprier le dossier, doit refaire certains suivis. Tout ça fait en sorte que le temps finalement passe, puis peut-être que l'intervenant lui-même, avant d'aller faire une demande pour un projet d'adoption ou un projet de placement majorité, va préférer attendre de bien avoir pris connaissance du dossier puis d'avoir un suivi adéquat de l'enfant.
Donc, une intervenante qui dit, fait que c'est sûr que si tu prends un dossier en janvier, que tu arrives et que tu es tout neuf à l'application des mesures, ça se peut que ton réflexe ne soit pas tout de suite de dire, moi, j'enclenche la démarche de projet de vie ou je dois continuer ce qui a déjà été commencé. Mettons, si c'est un nouveau dossier, il faut que je parle aux parents des délais maximaux, il faut qu'on donne un sens à tout ça, il faut qu'on structure cette démarche-là, ce qui demande du temps, finalement. Donc, voilà, j'ai fini la présentation des résultats. Je vais soulever certains points en discussion, puis après, on pourra passer aux questions. En fait, je voulais surtout là, faire une réflexion générale, puis passer sur les principaux résultats qui ont été soulevés. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que les durées maximales de placement sont intégrées à la loi depuis 2007, mais sont quand même aujourd'hui là, assez connus, sont intégrés dans les pratiques, sont au centre des considérations relatives au placement. C'est une mesure aussi qui guide les pratiques judiciaires, mais aussi les pratiques cliniques. Donc, c'est un repère quand même important là, dans le portrait de tout ce qui a trait au placement. Comme j'ai dit, il y a une définition commune, mais parfois des façons différentes d'y référer selon le rôle professionnel et le mandat, là, principalement. Il y a plusieurs enjeux et défis aussi qui ont été soulevés, qui sont associés aux durées maximales de placement. Il y a certains enjeux qui sont plus souvent mentionnés par les avocats, d'autres par les intervenants. On voit qu'il y a quand même plusieurs enjeux qui sont communs. Tout ce qui entoure, entre autres, l'impact des délais judiciaires, l'accès aux services, la vulnérabilité des parents. Ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a des enjeux qui sont... Un même enjeu peut être soulevé autant par des avocats que des intervenants, mais ils vont avoir une vision différente de l'impact que ça a sur l'enfant ou sur la trajectoire de vie de l'enfant. Je pense entre autres tout ce qui entoure les contacts, le droit des enfants, la mobilisation des parents. On voit quand même qu'il y a des lectures différentes là, à ce niveau-là. De façon générale, on constate aussi que, de par sa nature même, là, les durées maximales de placement impliquent quand même une forme de pression. C'est des durées qui sont établies, qui sont circonscrites, qui sont aussi dans la loi. Donc, une pression sur les parents, sur les intervenants aussi, sur le système judiciaire, sur le réseau santé-services sociaux, si on pense à tout ce qui a trait à l'accès aux services. Donc, c'est difficile quand même de ne pas faire le constat que le système actuel manque de ressources, ce qui complexifie quand même, au final, l'application des durées maximales de placement. Sinon, une autre réflexion, moi, je trouve qui ressort là, de ce qu'on a comme résultat, c'est le fait que les durées maximales, oui, c'est une mesure qui favorise la stabilité, mais c'est aussi une mesure qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général. Donc, les durées maximales de placement, finalement, sont tributaires d'un contexte organisationnel et structurel, donc de ressources matérielles, de ressources humaines, de ressources financières, sont aussi tributaires de facteurs individuels et familiaux des enfants suivis. C'est ce qu'on constatait dans l'étude des dossiers, là, pas dans le cadre des entrevues, mais dans l'étude des dossiers, c'est qu'il y a des profils d'enfants avec des problématiques beaucoup plus lourdes qui font en sorte que ça va être très difficile de leur offrir une situation de stabilité. Sinon, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, mais c'est toute la nature multidimensionnelle aussi de la stabilité. C'est quoi la stabilité? Est-ce que c'est d'avoir le même milieu de vie? Est-ce que c'est relationnel? Il y a des études plus récentes qui proposent de considérer la stabilité, mais à travers le regard de l'enfant, de s'interroger sur son sentiment d'appartenance à sa famille, sur ses perceptions à lui. Autour de la stabilité. Donc, on l'a moins abordé ici, mais il y a toute cette dimension-là aussi éventuellement qui serait intéressante à développer. Sinon, en conclusion, je voulais quand même mentionner rapidement les forces et limites de l'étude. Donc, l'étude qu'on a réalisée, c'est la première étude empirique au Québec qui porte spécifiquement sur les durées maximales de placement et sur ces enjeux d'applicabilité. On a fait aussi, j'allais dire l'effort, mais ça n'a pas demandé tant d'efforts, mais on s'est préoccupé là, d'avoir une perspective interdisciplinaire, donc d'avoir Carmen dans l'équipe qui est en droit, mais aussi de s'assurer d'interroger autant des avocats que des intervenants sociaux, d'essayer aussi de ramener là, toutes les nuances autour des enjeux qui peuvent être de nature juridique, mais aussi de nature sociale. Évidemment, c'est un projet à la base qui est exploratoire, donc c'est concentré dans la région de Québec seulement, donc c'est peut-être une des limites. Puis c'est sûr qu'on a les résultats qu'on a à partir du point de vue de 30 acteurs, donc on est limité au point de vue de ces acteurs-là. Peut-être si on avait rencontré d'autres personnes, il y a d'autres choses qui seraient ressorties aussi.
Et bon, les pistes de réflexion à développer qui sont des grandes questions desquelles on pourra discuter. Est-ce que les systèmes judiciaires et de protection de la jeunesse actuelle permettent une application adéquate ou du moins acceptable des durées maximales de placement? Et comment on peut envisager l'avenir des durées maximales de placement? Est-ce qu'elle doit être revue ou redéfinie à la lumière des défis rencontrés par les praticiens, avocats et intervenants? C'est des questions que je lance, mais ça peut être d'autres questions aussi. Fait que voilà, si les références, c'est plus... Ah, je pense qu'on t'entend pas, Geneviève. Non. On t'entend pas, Geneviève. Pas du tout. Reconnecte-toi. Mais Est-ce que ça fonctionne mieux maintenant? Ah oui. Oui. Je ne sais pas pourquoi mon Zoom fait ça des fois avec l'ordinateur, décide que j'ai plus de son. Alors, merci Doris. Donc, j'invite les gens à poser leurs questions. En fait, vous pouvez écrire questions, commentaires dans le chat. Je suis convaincue qu'il y a des intervenants, peut-être avocates aussi parmi les gens qui sont avec nous. Fait qu'hésitez pas si ça suscite des réactions, des commentaires, parce que je pense que comme tu le mentionnes, Doris, étant donné que vous avez concentré votre étude sur une région en particulier, mais il y a peut-être des choses qui, clairement, qui doivent être similaires, mais d'autres qui doivent être peut-être différentes aussi d'une région à l'autre. Vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas. Je ne sais pas si, en attendant là, de voir s'il y a des gens qui interviennent dans le chat, mais est-ce que Carmen et Sonia, vous aviez des commentaires ou des choses que vous souhaitiez ajouter, étant donné que vous avez aussi participé à cette étude? Pas vraiment. Là, bravo, Doris, tu as super bien fait ça. Plus s'il y a des questions, des commentaires, je pense. Oui, OK. Moi, j'avais peut-être une question pour vous, mesdames, dans la mesure où on sait que, en fait, je pense qu'il y a un élément, puis là, je ne sais pas vous par rapport au moment où justement vous avez mené l'étude, mais je sais qu'il y a une des critiques peut-être qu'on entendait par rapport au délai maximum de placement, c'est toute la question aussi de à partir de quand cette durée-là commence à être calculée. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans parmi les participants que vous avez rencontrés au niveau intervenant ou au niveau avocat? Est-ce qu'il y a eu des... Parce que c'est pas tant Non, ressorti dans ce que tu as présenté. au niveau du calcul comme tel, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Peut-être une ou deux situations qui ont été mentionnées, mais de façon générale, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas c'était pas contesté, là. Le calcul des durées n'est pas contesté, il est rapporté. Il est rapporté dans le rapport là, psychosocial, mais il n'était pas contesté. Fait qu'il y avait quand même une entente assez. Ça se passait bien à ce niveau-là quand même. OK. Peut-être. C'est peut-être quelque chose qui a été réglé. Oui, Sonia? Ouais. Je ne sais pas, je ne veux pas, s'il y a des gens qui veulent intervenir, je leur laisserai, là, mais s'il n'y a pas d'autres questions, moi, dans le fond, je voulais apporter un autre point complémentaire là, à cette étude-là. En fait, quand on a fait l'évaluation d'impact de la loi sur la protection de la jeunesse la dernière fois, là, ça remonte à 2020. On s'est intéressé au bris de réunification, c'est-à-dire quand l'enfant doit être replacé après une tentative de réunification qui ne fonctionne pas, l'enfant doit être placé à nouveau. Puis on essayait de voir quels sont les prédicteurs d'un bris de réunification, c'est quoi les facteurs associés à ça. Puis on avait considéré les services rendus pendant la réunification, donc les services de soutien offerts à l'enfant, à ses parents pendant la réunification pour soutenir la réunification. Puis ce qu'on trouvait, c'est qu'il y a quand même des services qui sont offerts. Il y a un certain nombre, même pas mal de services offerts, mais ça n'a aucun effet sur le risque de bris de réunification ou pas. Ce qui nous amenait à dire que OK, il y a des services offerts, mais est-ce qu'ils sont accessibles?
est-ce qu'ils sont offerts? Est-ce qu'ils sont bien reçus de l'autre bord? Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont assez intensifs? Bon. Fait que toute la question des durées maximales de placement, tu sais, est-ce qu'on a, la question que tu poses, Doris, est-ce qu'on a un système où on peut se permettre là, de mettre des durées comme ça, puis d'offrir une intensité de service pour que la durée puisse s'appliquer de façon juste et équitable? Ben, il y en a des services, mais c'est pas tant, la question, c'est pas tant est-ce qu'il y a des services, Ouais. c'est peut-être plus est-ce qu'ils sont bien coordonnés, est-ce qu'ils sont adéquats, puis est-ce qu'il y aurait besoin spécifique des enfants placés, puis qu'on tente de réunifier. C'est juste un petit élément de réponse. Oui. Oui, ça, on l'a moins couvert là, dans le cadre de l'étude. Là. C'est un élément qui était mentionné, mais on n'avait pas de questions spécifiquement sur les services, mais c'est sûr que c'est souvent un enjeu quand même parce que tu as une durée d'établi, il faut que les services soient rendus. C'est tellement dur de documenter les services qui sont rendus à nos familles en protection de la jeunesse quand c'est des services qui sont donnés en dehors de la protection de la jeunesse, là, dans la communauté ou en première ligne. Hein. Mais il y a peut-être des intervenants qui se prononceraient sur ce sujet-là, à savoir, là, nous, on a les intervenants des entrevues, mais est-ce que, de façon générale, les intervenants ont l'impression que les services sont rendus adéquatement aux parents à l'intérieur des délais? Parce que souvent, c'est quand même un élément qui va faire l'objet de contestation des avocats des parents ou peut-être dans certains cas de l'enfant. Mais c'est ça, il y a peut-être une différence de perception aussi à ce niveau-là. Bien, c'est certain que les services ne doivent probablement pas être égaux non plus dans toutes les régions. Il y a certainement des régions où il y a peut-être plus de services accessibles, d'autres moins. Je vais voir s'il y a des commentaires qui sortent à cet effet-là, mais on a un commentaire là, de Marilyn Bérubé-Lapointe qui dit que c'est super intéressant. Les questions soulevées sont des sujets de discussion dans sa région aussi. Le maintien des contacts après l'ordonnance est effectivement un enjeu au tribunal, puis ajoute des difficultés, l'intensité des services aussi, les changements d'intervenants. Bref, ça répond aussi pas juste à la région de Québec, je pense, la capitale nationale, mais aussi dans d'autres régions. Puis elle ajoute aussi le travail des projets concurrents puis le peu d'expérience des intervenants. Ouais. Oui, parce que c'est quand même complexe la planification du projet de vie, puis ça demande quand même une connaissance assez fine de la situation de l'enfant. Fait que j'imagine qu'à ce niveau-là, pour les nouveaux intervenants, ça doit quand même être le roulement de personnel doit quand même avoir un impact assez direct. Oui, effectivement. On a une question de Sophie Lacroix. Est-ce que vous avez une hypothèse sur les raisons pour lesquelles les intervenants et les avocats ont des opinions divergentes sur plusieurs points concernant les durées maximales, par exemple sur la diminution des contacts? Oui, c'est quand même une question intéressante et difficile à répondre. Bien, il y a probablement la question, parce que souvent, ce qu'on notait, c'est que les avocats qui sont du contentieux vont se rallier plus facilement à la position des intervenants de la DPJ. Donc, c'est souvent plus du côté des avocats des parents ou des avocats de l'aide juridique où ça va être contesté. Pour qu'ils ont des opinions divergentes, ben, moi, j'imagine que l'avocat, mais là, s'il y a des avocats pourront peut-être en parler, mais l'avocat qui défend un parent, qui est en lien ou qui est en relation directe avec le parent, va peut-être plus d'emblée porté à défendre le maintien des contacts ou en tout cas à défendre la position du parent, tandis qu'en protection, c'est plus axé sur la protection de l'enfant, le suivi de l'enfant. J'imagine que ça a quand même un impact après sur les positions. Là. Je veux pas, on est quand même des êtres humains. Quand même. Non, c'est pas, Doris, quand tu observes dans ton analyse que les intervenants ont des perceptions différentes de celles des avocats, est-ce qu'on sait que si c'est avec l'avocat de l'enfant, l'avocat du DPJ ou l'avocat des parents? Ben, c'est difficile parce que nos avocats, on en a 15, puis sont répartis, je pense que c'est 5, je me souviens plus de la répartition, mais ça fait que finalement, si on avait eu 15 avocats du contentieux, 15 avocats de l'aide juridique, puis 15, ça aurait été plus facile. Mais là, l'échantillon est trop petit pour être capable de voir qui se regroupe avec qui, mettons. Là.
Dans Trajeude, quand tu as regardé la collaboration entre le social et judiciaire, parce que toutes les trois, là, avec Doris et Carmen, on a un autre projet sur les délais judiciaires en protection de la jeunesse actuellement qui n'est pas terminé, mais dans lequel on a fait un peu, dans laquelle Doris, elle a fait des entrevues avec des avocats et des intervenants. Euh, Puis il me semble qu'il y a peut-être des éléments dans cette analyse-là qui ressortent et qui Mhm. pourraient en partie répondre à cette question-là. Oui, quand même. De la façon de travailler ensemble, là, Oui, la perception d'un et l'autre, puis de tout l'aspect aussi rôle professionnel et formation. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans les différences. C'est des gens quand même qui ont des statuts professionnels différents. En même temps, je veux dire, il n'y avait pas de gros, tu sais, il y avait certains enjeux, mais ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas bien ensemble, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on voit les choses différemment qu'on ne travaille pas bien ensemble nécessairement, là. Des fois, c'est juste qu'on a une analyse différente qui est due, moi, je pense, à la formation, mais au statut professionnel aussi en partie. Et si tu me permets, Geneviève, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la Non, parole. vas-y, Carmen. Je voudrais quand même préciser que c'est beaucoup lié au rôle aussi des avocats. Évidemment, l'avocat du contentieux, son client, c'est le DPJ. Donc, il représente quelque part le DPJ, hein, c'est son client. Sur la question des contacts, dans un autre projet qu'on n'a pas d'entrejeu, mais sur les placements, là, avec Doris fait partie aussi, où on a comparé des dossiers d'enfants placés sur de très longues durées en France et au Québec, là. Mais pour le volet québécois, c'est vrai qu'une fois que l'enfant fait l'objet d'un placement à majorité, parce que dans cette étude-là, tous les enfants étaient placés à majorité, c'est vrai que ce qui est remis en question, c'est la question des contacts. Ce qui revient le plus souvent quand on a analysé là, le dossier et qu'on regarde qu'est-ce qui ramène les parties devant le tribunal une fois que le placement à majorité est ordonné, c'est la question des contacts. Puis là, je pense qu'il y a effectivement peut-être une différence de conception au niveau des contacts parce que on va dire souvent que le contact entre l'enfant et ses parents, c'est pas un droit des parents, c'est un droit de l'enfant. Donc, au départ, là, l'enfant, même quand il est placé, il a le droit de maintenir des contacts avec ses parents, sauf si on fait la preuve que c'est contraire à son intérêt. Et là, je pense qu'il y a là-dedans une partie de la différence de perception. C'est que peut-être parfois les intervenants se disent l'enfant est placé, il ne retournera pas dans sa famille, ça sert à quoi les contacts? Ça fait juste entretenir peut-être l'idée chez le parent qui va le reprendre ou entretenir chez l'enfant l'idée qu'il pourrait changer de milieu. Alors que on peut aussi se dire, si c'est clair que l'enfant ne retournera pas, l'enfant peut être au clair avec ça aussi, hein, et de savoir que le contact qu'il entretient avec son parent ou pas, c'est pas dans le but nécessairement qu'il retourne dans son milieu d'origine, mais c'est qu'il maintienne des contacts avec ses parents. Et peut-être que on a beaucoup dans la LPJ l'interprétation de la loi sur le fondement de l'intérêt de l'enfant. Ça, je le dis souvent, je répète ça, là, je radote. Mais c'est plus large que ça, là. Les droits des enfants, c'est plus que l'intérêt de l'enfant. Puis la LPJ, c'est pas une loi qui est isolée dans notre système juridique. Il faut l'interpréter avec les chartes, avec tout un ensemble de droits qui viennent chapeauter aussi l'interprétation de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, c'est sûr que la vision des droits des enfants, elle est plus large que ce qu'il y a dans la loi sur la protection de la jeunesse. En effet. Merci. Il y a quelques commentaires questions qui se sont ajoutés dans le chat. Donc, Sylvain Lévesque, merci pour votre éclairage sur ce sujet. Je me demande si on a étudié l'impact de l'instabilité des accompagnements professionnels sur les délais à parvenir à une décision à propos d'un projet de vie permanent. Dans ma région où sévit un grand roulement de personnel et d'accompagnement, la lecture clinique s'en trouve morcelée et il semble qu'on reprend souvent à zéro les analyses. C'est quelque chose que j'ai entendu effectivement dans différentes régions où ça devient un enjeu quand il y a. Je pense que c'est ce que tu as soulevé aussi, Doris, dans une des diapos, là, le fait que quand il y a souvent un nouvel intervenant qui arrive, puis que là, est-ce que ultimement, ça crée un délai supplémentaire, juste ça, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui se réapproprie le dossier, qui va peut-être prendre des orientations différentes aussi par rapport à l'actualisation d'un projet de vie. Oui, logiquement, je pense que oui. Ça pourrait être intéressant, Sonia,
qu'on regarde ça de façon quantitative éventuellement. Oui. Il y a aussi eu des commentaires sur le fait de trouver bien que le cadre de référence sur les projets de vie soit en train d'être mis à jour. Sinon, Audrienne Boissy, dans les Laurentides en ce moment, on se questionne même grandement sur la ligne tracée de toujours passer par le placement à majorité avant d'entrevoir un autre projet de vie possible qui pourrait peut-être mieux convenir à l'enfant, parce qu'en effet, il est faux de dire que le placement à majorité est un gage de stabilité. C'est quelque chose qu'on veut regarder aussi, Antonia, au niveau du prochain cycle d'évaluation de la loi sur la protection de la jeunesse. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot. Ben oui, en fait, on va essayer de mieux comprendre le projet de vie de placement à majorité. C'est probablement un des projets de vie qui est le moins bien connu, le moins bien documenté. C'est pas partout dans le monde que ça existe non plus, là, cette option, qu'on considère ça comme étant une option de permanence, alors que nous, ça fait partie des projets de vie dits permanents, du moins dans le cadre de référence actuelle là, sur les projets de vie. Fait que oui, avec Geneviève puis Doris, entre autres, là, dans la prochaine évaluation d'impact de la LPJ, on va essayer de voir un peu comment comment le placement de majorité s'insère dans toute la trajectoire. C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à quel point on va aller directement à une ordonnance de placement à majorité sans tenter d'abord des réunifications. Puis quand on tente des réunifications, combien on tente de réunifications échouer des fois avant d'arriver à se replier sur un placement à majorité. Donc, d'écrire tout ça va nous aider un peu à comprendre comment cette option-là, elle est appliquée puis utilisée euh, sur l'ensemble des enfants. Puis j'ai l'impression qu'à l'inverse aussi, tu sais, il y a des régions où on va passer par le placement à majorité en premier lieu avant d'envisager, par exemple, une tutelle ou une adoption, Ouais. comme si c'était entre guillemets, un projet plus facile à actualiser qui T'as des permet d'aller commentaires vers les comme autres ça dans le ensuite, chat. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi de stabiliser une situation en disant, ben, on va demander un placement à majorité pendant qu'on prépare ou qu'on finalise les procédures d'adoption ou de tutelle? Est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Je ne sais pas. Ça dépend peut-être de c'est quoi l'objectif Mm. au départ. Parce que, tu sais, si l'objectif du placement en majorité, c'est de réduire, par exemple, les contacts parce qu'on s'en va vers un projet d'adoption, Mm. tu sais, on peut peut-être comprendre l'objectif, mais on peut quand même se demander juridiquement puis au plan clinique, est-ce que c'est la bonne manière de procéder? Mhm. Tu sais, je pense qu'avant de dire c'est quoi le projet, faut se demander c'est quoi l'objectif qu'on vise, c'est quoi le but en passant par le placement en majorité avant d'aller vers l'adoption. Parce que le processus d'adoption en lui-même, il est fait pour qu'on puisse aussi limiter les contacts. Après le placement en vue de l'adoption, normalement, il n'y en a plus, là, c'est clair, c'est encore plus clair que le placement en majorité, là, qu'il n'y a plus de contact avec les parents, puis qu'il n'y aura plus aucune reprise légalement possible de l'enfant par les parents d'origine. Puis le placement en majorité, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas dans la loi. C'est pas prévu dans la loi le placement en majorité. Ça a commencé, c'est une pratique qui s'est développée, qui a été acceptée par les tribunaux, parce que contrairement à d'autres systèmes juridiques qui limitent la durée des placements, tu sais, je parlais de la France tout à l'heure, la comparaison en droit français, c'est 2 ans maximum le placement, qui doit être renouvelé continuellement, puis c'est pas un meilleur système, là, je vous le dis tout de suite, mais la loi limite. Nous, la loi, une fois que que c'est le placement, la loi ne limite pas la durée, sauf les délais maximaux, là, mais une fois qu'on ordonne un placement stable, puis est-ce qu'un placement de 6 ans, c'est un placement stable? Est-ce que c'est un... Il y a tout, dans la jurisprudence, il y a toute cette discussion-là aussi. On a tendance à dire non, il faut que ce soit jusqu'à la majorité pour être stable. Ben, peut-être que ça dépend de l'enfant, peut-être que ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Là. Mm. Il y a aussi des commentaires dans le chat là, à l'effet de la difficulté de retourner au tribunal après un placement à majorité pour modifier les contacts. Là. Il semblerait que dans certaines régions, c'est pas nécessairement facile à faire. À cause des délais? C'est juste mentionné, c'est ça, la difficulté de retourner au tribunal après un placement à majorité pour modifier les contacts. Je ne sais pas si c'est juste dans notre région qu'il y a des gens qui répondent aussi, ça arrive. Il y a ça qui est observé.
Le délai, en une qui parle des délais de 60 jours et se demande si ça a Oui, été soulevé par les acteurs qui ont fait partie de l'étude. Non, ça n'a pas été discuté, mais c'est vrai que ça aurait pu l'être, là. Le délai de 60 jours prévu à 76.1 au s'applique pas niveau aux des enfants mesures placés provisoires. présents. Ouais. Ouais, mesure OK. provisoire. Sinon, on parle aussi là, d'un des commentaires que tu as soulevé, Doris, là, d'un avocat qui dit que le dossier continue de bouger après le placement Majot. En fait, c'est sûr que les besoins de l'enfant peuvent évoluer, peuvent changer. Donc, trop souvent, il n'y a plus d'intensité de service Mhm. après ça, après le placement Majot, parce qu'il est en sécurité dans son milieu. Donc, mais il peut demeurer des difficultés, puis parfois la famille d'accueil va être plus laissée à elle-même. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, nous, dans un projet sur lequel on se penche actuellement au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. On regarde, on a certaines trajectoires d'enfants qui ont été placés à majorité puis pour lesquels on a de l'information tout au long là, de l'âge scolaire et de l'adolescence. Puis on voit qu'effectivement, tu as certains projets qui vont être plus stables, mais tu en as d'autres pour lesquels il y a des enjeux. Puis, Ouais. euh, il peut y avoir Ah, des placements en CR, ensuite en centre de réadaptation ah. ou en foyer de groupe à l'adolescence. Pour renchérir sur ce que tu dis, Geneviève, dans l'autre recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, là, on avait 30 enfants là, en Estrie, donc c'est vraiment très limitatif, là, c'est exploratoire, tous des enfants placés à majorité. Et là, je n'avais pas prévu nécessairement en parler, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on avait sur ces 30 enfants-là, plus de la moitié qui, une fois qu'ils avaient été placés à majorité, n'avaient pas bougé. Mais c'est sûr que nous, c'était des dossiers récents, ce n'était pas des dossiers fermés. Donc, au moment où on a consulté le dossier, mais c'était des enfants qui étaient placés depuis très longtemps là, au Québec, entre 7 et 14 ans de placement. Donc, ça nous donnait ça comme résultat. Et c'est vrai qu'ils bougent. Ensuite, on a regardé ceux qui ont changé, où est-ce qu'ils sont allés, pourquoi ils ont changé. Des fois, ils ont changé de famille parce que la famille d'accueil ne voulait plus être famille d'accueil. Mais il y a effectivement, comme tu disais, des allers-retours. Et sur ces 30 enfants-là, il y en a 2 qui ont été réunifiés. Parce que quand on a. C'est des petits cas, là, mais c'est des Ouais. enfants qui sont, mettons, âgés de 17 ans, 16 ans, 17 ans, pour qui, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, ils ne pouvaient pas vivre avec leurs parents qui n'avaient pas les capacités parentales, mais rendus à 16, 17 ans, si par exemple la famille d'accueil pour X raison n'est plus disponible, ben là on va dire ben, finalement il peut retourner à ce moment-là, peut-être avec son père ou sa mère, pas nécessairement les 2 parents, avec un d'entre eux. Donc, il y a aussi évidemment les centres de réadaptation, là, dépendamment des profils des enfants, ben, ils font des fois des allers-retours là, entre la famille d'accueil et le centre de réadaptation. Ça, tu as Ouais, observé ben, dans une région, Carmen, nous, on l'observe sur l'ensemble du Oui, c'est Québec. Là, ça. on voit que c'est 37 des ados placés à majorité qui sont déplacés quelque part avant leur majorité, qui sont déplacés de milieux substituts après leur ordonnance à majorité. Donc, Ouais, mais tu sais, 37%, c'est beaucoup là, en termes de stabilité puis de continuité, mais c'est pas tant finalement non plus. Tu sais, compte tenu du profil des fois des enfants, tu sais, ce qui serait intéressant de regarder, c'est est-ce qu'ils changent de famille d'accueil? Parce que c'est ça qu'on vise en réalité. Il y a des enfants qui sont pas placés puis qui doivent faire des séjours en centre de réadaptation des fois puis retourner chez leurs parents ensuite. Euh, puis ça fait partie peut-être de la réalité de certains jeunes à cause des profils là, qu'ils ont. Ce qui serait intéressant pour mesurer la stabilité, c'est de voir à quel moment ils changent de famille d'accueil. mhm. Parce que là, ça veut dire que le milieu qu'on a choisi, qu'on a nommé, qui a fait l'objet de l'ordonnance, pour X raisons, est plus en mesure d'assurer là, le placement de cet enfant-là. Puis il faudrait regarder, pas juste en termes de, il y en a combien, c'est quoi les motifs qui fait en sorte que l'enfant, il faut qu'il change de famille d'accueil. Mhm. Ça c'est Ouais. vraiment, ça nous parlerait là, de la Mm. procédure à mettre en place. Ça donnerait aussi quand même un portrait du niveau de stabilité Oui. de l'ordonnance de placement majorité. Ce que là, on essaie de deviner un peu, mais qui n'est pas Ouais. encore super clair, hein. Mm. 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 Il y a un commentaire dans le chat aussi en lien avec les réunifications familiales, comme quoi que c'est vrai que c'est moins clair les balises dans ces situations-là.
Donc, la personne est intervenante, est éducatrice de réinsertion. C'est-à-dire les familles ont souvent accès aux services PJ qui sont intensifs et de courte durée, mais l'accès aux services communautaires et de santé est plus difficile, souvent est plus prioritaire. Donc, le timing de la réinsertion aussi est vraiment important. Puis, il semble qu'il y a peu de balises ou d'indicateurs là, pour bien évaluer ces éléments-là. Puis un autre commentaire à l'effet là, d'explorer le nombre de déplacements aussi qui sont peut-être où le motif vient de la famille d'accueil, un peu comme tu disais, Carmen, il y a différentes raisons pour lesquelles les enfants peuvent être déplacés, mais quand c'est un problème peut-être dans la famille d'accueil. Mais ce qui serait intéressant de regarder, parce que ça, on l'a remarqué aussi, même si on a un tout petit échantillon, c'est qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont placés à majorité dans une famille de proximité et qui vont ensuite être déplacés vers une famille d'accueil régulière. Et on peut envisager qu'il y a des placements chez des grands-parents, par exemple, qui vont recevoir puis qui vont accepter là, tout à fait d'avoir un placement à majorité de leurs petits-enfants. Des fois, quand il est petit, ça va bien, mais quand l'enfant grandit, puis les grands-parents vieillissent aussi en même temps que les enfants, on pourrait essayer de documenter ça. Moi, j'ai l'hypothèse qu'il y a un certain nombre de déplacements qui sont liés à ça. Parce que quand on a regardé dans 2 temps, là, au moment du placement, nous, on a regardé l'enfant était placé dans quelle famille au moment du premier placement, puis il était rendu dans quelle famille au moment où on a consulté le dossier. Puis c'était aussi un jumelage là, du côté du dossier judiciaire et du dossier PIGE. C'est là qu'on a vu qu'il y a des enfants qui se déplacent de familles d'accueil de proximité vers des familles d'accueil régulières. Peut-être juste ajouter là, dans la même étude, là, dans cette même étude-là, là, sur les durées maximales de placement, je mentionnais, il y avait un volet sur l'étude des dossiers pérés où c'était, je pense, 134 cas, tous des situations de dépassement. Mais ce qu'on a fait comme observation, c'est malgré le dépassement des durées maximales de placement, qu'on regardait la stabilité, on se rendait compte qu'à 90 là, je n'ai pas les chiffres là, devant moi, mais c'était quand même une proportion vraiment importante d'enfants qui, malgré le dépassement des durées maximales de placement, étaient quand même restés et n'avaient pas changé de milieu. Donc, probablement qu'il y avait un délai avant d'avoir l'ordonnance de placement majorité ou peu importe le projet de permanence, mais ils restaient dans le même milieu de vie, là, dans le même milieu d'accueil. Fait que ça, c'est quand même peut-être une partie un peu rassurante là, du dépassement des durées maximales de placement, là, le fait que les enfants ne semblent pas bouger parce qu'il y a un dépassement. Ben, c'est ça. Ça veut dire que la durée maximale de placement n'est pas toujours synonyme d'instabilité. D'instabilité, c'est ça, exactement. Et ça explique aussi peut-être un peu, tu l'as relevé dans la présentation, puis on l'avait vu dans la jurisprudence aussi, parce qu'on avait un volet analyse de la jurisprudence. Là. On dit assez souvent, les magistrats, les délais sont dépassés. Il y a un nouveau placement qui est ordonné, donc normalement, on devrait être dans un cas de dérogation à la loi, mais il y a jamais on parle de dérogation, on n'en parle pas. C'est comme si, dans ce cas-là, quand tout le monde est d'accord, tu sais, si par exemple, c'est le DPJ qui redemande un placement d'1 an, je dis n'importe quoi, peut-être parce qu'il n'a pas réussi à stabiliser pour X raison la situation de cet enfant-là, il n'y a personne qui lève le fly pour dire, écoutez, les DMP sont dépassés. Et c'est comme si on présume que c'est dans l'intérêt de l'enfant, parce que tout le monde est d'accord, parce que le DPJ propose ça, les parents ne s'opposent pas. Donc, nécessairement, il n'y a pas de dérogation, mais implicitement, c'est comme une dérogation dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas-là, parce qu'on dit on ne peut pas le placer en majorité dans une famille où il vit depuis 3 mois. Là. C'est comme un accord tacite un peu. Oui, c'est comme un accord tacite. Puis les juges, ce qu'ils nous disent pour avoir eu des discussions informelles, là, des fois avec eux ou avec elles, c'est surtout des femmes, c'est que là, on n'a pas le temps de gérer ça, les dérogations. Tu sais, dans le feu de l'action, là, ça roule, ils sont pressés, il y a beaucoup, beaucoup de causes, il y a beaucoup de dossiers. Quand tout le monde s'entend pour dire on va redonner un placement temporaire, ben, tant mieux si personne invoque la question des délais maximaux de placement parce qu'on n'a pas de solution de toute façon. L'enfant, même si on invoque le délai maximal de placement, ça va être quand même un placement temporaire qui va être ordonné. Quand vous parliez aussi tantôt, mesdames, il y a une question qui m'est venue, puis je me dis, il me semble qu'on ne l'a jamais regardé, mais je ne sais pas, peut-être vous l'avez fait, mais quand on parle justement des familles d'accueil de proximité, en lien avec les durées maximales d'hébergement, est-ce qu'on se permet d'être justement peut-être plus élastique dans ces situations-là, surtout si l'enfant est stabilisé dans ces milieux-là, ou est-ce
est-ce qu'il y a des choses qu'on a déjà observées spécifiquement par rapport à ces types de placements? Non, c'est une bonne Non, question, non. mais on a un projet actuellement qui est en démarrage là, avec Amélie Dorval, qui va s'intéresser à la stabilité à long terme sur 10 ans des enfants placés en FAP en bas de 12 ans. Et justement, l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce que la stabilité, on les sait comme plus stables, ces placements-là. Ils durent plus longtemps en FAP, ils sont plus stables. Euh, mais est-ce que ça se maintient au-delà de est-ce que ça traverse l'adolescence? C'est Ça, c'est c'est ce qu'on va essayer intéressant. d'aller voir. Il faut voir aussi qu'au début, tu sais, parce que tu en parlais, Geneviève, tout à l'heure, quand ça commence le calcul des délais maximaux de placement, depuis 2007, ça a évolué dans la loi. La loi a changé parce qu'à une certaine époque, les placements dans des familles de proximité ou des tiers n'étaient pas comptabilisés dans les délais maximaux de placement. Depuis la réforme de 2022, pour répondre à ta question, pourquoi c'est pas sûr? Tout est compté. Hein, l'ordonnance provisoire, le placement en famille d'accueil de proximité, etc. Donc, la loi depuis 2007, c'est quand même beaucoup resserré là, autour de la question des délais maximaux de placement. Mhm. Oui, il y a des réactions aussi là, dans le chat, dont une entre autres là, qui dit que c'est de plus en plus abordé là, la question des durées maximales d'hébergement avec les FAP, avec les familles d'accueil de proximité pour s'assurer notamment là, de leur implication à long terme si jamais ces durées-là sont atteintes. C'est vrai que c'est intéressant. Oui. Ben, merci beaucoup, encore une fois, Doris, pour la présentation et mesdames, pour les échanges. Merci à tout le monde pour votre participation, pour les échanges et les questions dans le chat aussi. C'était fort intéressant. Puis je pense que nous aussi, ça continue à nous alimenter au niveau des projets de recherche aussi, là, à continuer à mener dans ce sens-là. Fait que, je vais simplement vous laisser en vous indiquant là, que notre prochaine conférence de l'équipe de recherche va être le 19 mars avec une autre chercheure de l'équipe, Vanessa Lecomte. Donc, on va aborder la question des réunifications familiales dans ce cas-là. Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée.